Alors, merci d'être ici pour accueillir M. Zimoir, qui est psychiatre au CHU à Sherbrooke, donc au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, et qui est aussi associé à l'Université de Sherbrooke. J'aimerais ça, pour commencer, juste pour qu'on apprenne à se connaître, que vous nous expliquiez comme peut-être votre quotidien. Là, on va parler certainement de votre livre, mais votre quotidien comme psychiatre là, au CHU. Oui, donc bonjour et merci de m'inviter aujourd'hui pour la causerie. C'est ça, je suis psychiatre et professeur à l'Université de Sherbrooke. Je travaille environ 80% de mon temps en tant que psychiatre. Je suis le responsable médical de la clinique des premiers épisodes de psychose à Sherbrooke. Donc, on s'occupe de tous les jeunes entre 18 et 35 ans, parce que moi, je fais la portion adulte, mais il y a aussi la portion pédopsychiatre, donc de 14 à 18, je crois, pour les premiers épisodes de psychose. Et on a une équipe et on travaille toujours en binôme, donc avec un intervenant pivot qui s'occupe qui aide le jeune, et moi, le médecin, qui participe en fait à la prise en charge d'une personne qui souffre d'un premier épisode de psychose. Parfait. Ça, c'est environ donc 80% de ma pratique de psychiatre. Je fais aussi de la clinique externe générale, donc je prends des personnes qui souffrent de différents problèmes. Puis, je m'occupe de l'urgence. Okay, donc, enfin, je participe au service de garde. Et donc voilà, et durant toute cette pratique-là, je supervise des étudiants en médecine, puis des résidents en psychiatrie. Okay, donc on fait de la supervision clinique. Ça, c'est une de mes tâches de professeur. Et une autre portion donc, de ma tâche de professeur, c'est l'enseignement plus académique au niveau des étudiants en médecine, principalement. Je fais aussi de la recherche. Okay, une petite portion de mon temps pour la recherche, à la fois, donc je supervise en fait des projets de recherche des résidents en psychiatrie. Okay. Donc là, j'ai un projet de recherche justement sur le guide, avec 4 étudiants, 4 résidents en psychiatrie, et je fais un projet de recherche avec l'équipe du CDRV, donc le Centre pour le vieillissement, sur la psychiatrie métabolique. Parfait. Donc, c'est quand même assez varié là, comme tâche. Oui. Là, on a parlé quand même, clinique externe, clientèle générale. On a parlé aussi des premiers épisodes psychotiques. Votre livre porte sur les troubles de personnalité limite. Peut-être vous pouvez nous expliquer c'était quoi vos motivations à aller vers cette clientèle-là. Oui. Donc, vous entendez mon accent. Moi, je viens de France. Donc du sud de la France, Marseille, et j'ai fait toutes mes études médicales, puis ma résidence en psychiatrie en France. J'ai fait mon immigration au Québec en 2018. Okay? Puis avant ça, j'ai fait principalement mes stages dans ce qu'on appelle les troubles mentaux sévères et persistants, donc la psychose, le trouble bipolaire, et avec une spécificité avec l'itinérance. Okay? Et j'ai été en fait embauché par le professeur Jean-François Trudel à l'Université de Sherbrooke pour travailler à la fois donc, dans l'unité des troubles psychotiques et avec l'équipe itinérance. Okay? Et l'immigration faisant, j'ai changé d'emploi quand même assez régulièrement jusqu'à me restabiliser il y a 2 ans à l'Université de Sherbrooke. Mais avant ça, donc, je suis parti en fait après un an et demi de Sherbrooke, je suis arrivé à Saint-Jérôme, où j'ai travaillé avec la clinique des premiers épisodes de psychose pour 1 an et demi à peu près, et j'ai transféré à l'hôpital St. Mary's, okay, avec l'université McGill. Puis à chaque fois, j'ai fait donc le double poste psychiatre et professeur. Et quand je suis arrivé, en fait, donc quand je suis arrivé à l'hôpital St. Mary's, j'ai été embauché comme psychiatre général et plus comme psychiatre spécialisé dans la psychose. Et j'ai remplacé le Dr Singh, qui était un des psychiatres qui travaillait depuis longtemps dans cet hôpital-là. Et je me suis retrouvé avec énormément de personnes qui souffrent de troubles de personnalité limite. Et j'étais... comment on appelle ça? J'étais non pourvu de spécificité, de compétences cliniques pour pouvoir les aider. Okay. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me former dans le trouble de personnalité limite.
Et une des choses que j'ai remarquées, c'est que dans le contexte de l'urgence, dans le contexte de l'hospitalisation ou dans le contexte de la clinique externe, la clinique externe, pour ceux qui ne savent pas, c'est d'aller voir le médecin au bureau. Là, okay, après, on va le voir une demi-heure, puis on repart chez soi. Donc on appelle ça la clinique externe. Et il y avait un non-dévoilement du diagnostic. Donc c'est des patients qui ont le diagnostic de trouble de la personnalité limite ou de trouble de personnalité non spécifié ou un autre type de trouble de personnalité. Et les psychiatres ou les intervenants n'annonce pas le diagnostic, ne dévoile pas le diagnostic, alors qu'il est dans le dossier depuis peut-être 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Et donc ça m'a beaucoup questionné. Je me suis dit, mais pourquoi il n'est pas dévoilé? Et en fait, donc c'était une constatation clinicien, mais en fait, c'est retrouvé dans les études, okay, qu'il y a un manque de dévoilement et une non-action associée au dévoilement, au non-dévoilement. Okay. Donc ça veut dire les médecins ou à l'urgence, on agit un peu moins avec les personnes qui souffrent de troubles de la personnalité limite parce que on est moins bien formé dans le contexte de l'urgence. Mais il y a comme... Là, je me retiens parce que c'est pas la direction que je pense qu'on veut prendre, mais je vais quand même le nommer. Il y a, pour ceux qui ne savent pas, puis on va définir le trouble de personnalité limite, là, ça s'en vient, c'est ma prochaine question, mais il y a énormément de jugements portés envers cette clientèle-là qui peut influencer les actions des professionnels, malheureusement. Fait que je ne sais pas si c'est pour ça ou comment vous vous expliquez qu'on ne donne pas, peut-être vraiment rapidement, parce que c'est intéressant, mais on a beaucoup de questions. Oui, il y a beaucoup de jugements associés aux troubles de la personnalité limite. C'est souvent lié à un manque de formation. Et donc, le guide que j'ai écrit, l'objectif, c'est d'aider à la formation pour enlever ces stigmatisations, puis les préjugés qui sont associés à ce trouble-là et qui collent fort à l'étiquette des patients. Okay, donc, un des jobs de ce guide-là, c'est de déstigmatiser le trouble, puis surtout de triangulariser la relation qu'on a entre le diagnostic, la personne, puis le cerveau. Donc, vous allez voir, je vais utiliser le cerveau comme un outil pour décoller le diagnostic de trouble de la personnalité limite à la personne. Et les raisons pour lesquelles il y a beaucoup de stigmatisation, c'est ça la question? Non, la raison, c'est qu'est-ce qui fait, selon vous, qu'on ne donne pas le diagnostic? Parce que mon hypothèse première serait à cause de la stigmatisation, mais est-ce qu'il y a une autre raison qui est lue ou vue dans la littérature? Oui, donc il y a plusieurs raisons liées au non-dévoilement. Il y a des raisons qui sont contextuelles. Donc, dans le contexte de l'urgence, c'est difficile de faire des dévoilements de diagnostic parce qu'on ne va pas revoir la personne plus tard. Okay, ça, c'est une des premières raisons. Aussi, c'est souvent des périodes de crise où les gens arrivent en crise suicidaire ou qui ont tenté d'attenter à leur vie ou qui viennent avec leur famille, qui ont eu des grosses chicanes. Donc, le contexte est difficile. Les urgences psychiatriques, c'est jamais un endroit qui est agréable puis accueillant. Donc, ça aussi, c'est un autre contexte où les personnes ont envie de partir. Okay, donc, le contexte de l'urgence, elle est souvent difficile. Ça, c'est la première chose. Okay. Puis, l'autre chose aussi, c'est que pour annoncer un diagnostic, il faut longtemps. Il ne faut pas 1 minute en disant je vous donne ce diagnostic, puis faites ce que vous voulez avec. Non, il faut prendre son temps après pour l'expliquer. Et dans le contexte de la clinique externe, de l'hospitalisation ou de l'urgence, on n'a pas le temps. Okay, donc ça, c'est un autre facteur, c'est l'aspect du temps. Et donc ça, c'est pour le contexte. Bon, après, il y a des facteurs qui sont liés à la personne elle-même. Okay, donc celle qui souffre de troubles de la personnalité limite, qui a juste pas envie d'entendre ce diagnostic-là parce qu'elle a trop entendu. Okay. C'est des fois, malheureusement, c'est utilisé comme quelque chose d'insultant là, au cégep ou à l'université, où on se dit arrête de faire ton borderline ou ton limite. Donc ça, c'est associé à des préjugés qui sont très forts. Et sachant que ce qui est associé au mot borderline et limite au cégep, à l'université, enfin entre nous, là, quand à l'extérieur des murs de l'hôpital, ne correspond pas du tout au diagnostic de trouble de personnalité limite. C'est ça qui est paradoxal. Ouais. Et donc voilà. Et quand les personnes vont bien, quand elles ont un trouble de personnalité limite et qu'elles vont bien, elles vont pas chercher des soins. Donc, le moment où on pourrait leur annoncer le diagnostic parce qu'elles ne sont pas dans un moment de crise, etc., on ne peut pas le faire parce qu'on ne les voit pas.
Ça, c'est un autre facteur. Et le troisième point, c'est vraiment au niveau des agents de la santé, donc les psychiatres et intervenants de la santé. Il y a un manque de formation. On ne sait pas comment dévoiler les diagnostics. On ne nous l'apprend pas. Okay. On nous apprend un peu d'où ça vient, pourquoi c'est là le trouble de la personnalité limite. Mais on ne nous dit pas, est-ce qu'on va dire que c'est des facteurs génétiques? Est-ce que c'est lié aux émotions? D'accord, mais docteur, mais qu'est-ce que c'est des émotions? Là, j'ai pas envie de m'engager dans une discussion sur les émotions à l'urgence à 23h du soir. Okay, donc, on n'a pas de stratégie pour expliquer ce diagnostic-là et enlever toutes les stigmatisations qui sont associées. Donc, il y a beaucoup de raisons. Et le guide que j'ai écrit, c'est vraiment pour lutter contre ce non-dévoilement. Parfait. Juste pour résumer, rapidement, ce que je comprends, c'est que les gens ne sont pas nécessairement... Le personnel soignant n'est pas nécessairement outillé à donner le diagnostic et on ne voudrait pas non plus créer une détresse supplémentaire chez la patiente ou le patient dont on ne peut pas reprendre le diagnostic ou y expliquer ou c'est fait qu'on on le nomme pas. Fait que ça, je pense avoir bien compris. Maintenant, si vous pouvez nous expliquer vraiment, en pensant vraiment en termes d'étudiants du cégep, c'est quoi un trouble de personnalité selon vous? Oui. Donc, le c'est quoi? Okay, ça va être difficile à dire parce que personne ne sait vraiment ce que c'est. Par contre, qu'est-ce qu'on observe comme comportement ou comme pensée quand nous, on peut faire le diagnostic. Okay? Parce que c'est deux choses séparées, puisque moi, j'explique le trouble de la personnalité limite d'une manière différente de comment on l'explique habituellement. D'accord? Mais par contre, les personnes, c'est les mêmes. Okay? Donc, je vais vous dire ce qu'on voit. Donc, c'est ce qu'on appelle la stable instabilité. Donc, c'est des personnes qui sont très instables dans leur relation avec les gens, dans leur relation avec eux-mêmes, dans leur relation avec leurs pensées, leurs émotions, leurs souvenirs, leur identité. C'est des gens très instables. Okay? Donc, ils sont stables dans l'instabilité. Donc, c'est un diagnostic qui est quand même assez facile à faire. Okay? La première chose à faire, c'est d'éliminer les diagnostics comme le trouble bipolaire ou la psychose. Une fois qu'on a fait, la dépression, une fois qu'on a enlevé ces trois gros diagnostics et que la personne a une détresse manifeste, okay, associée à des idées suicidaires on-off depuis la jeune adolescence, avec des sentiments de vide chronique. Donc le sentiment de vide chronique, c'est un sentiment qu'il n'y a rien à l'intérieur de moi, ou comme si j'étais tout le temps en deuil de moi-même. Okay? Ça, c'est une expression du professeur Evans Villeneuve de Québec. Puis, avec des crises de colère non socialement adéquates, okay? C'est-à-dire qu'elles ne sont pas reconnues dans la société comme avec un niveau d'intensité qui respectent la colère habituelle. On a encore des up and down, okay, donc des périodes de dépression, enfin de vécu de dépression, puis des périodes d'amélioration de l'humeur. Voilà. Et enfin, les pensées qui sont très sensibles au rejet et à l'abandon. Ouais. Okay, donc, oui. Qui vont peut-être provoquer parfois, hein, tellement ils ont peur de l'abandon, c'est des personnes qui vont provoquer cet abandon-là. Peut-être que je me permettrais de juste ajouter, si vous n'êtes pas d'accord, vous me direz, mais que comme tout trouble de personnalité, c'est des gens qui ont, qui ont des difficultés relationnelles, et ce, dans tous les milieux où est-ce qu'ils se retrouvent, que c'est très, très difficile le contact avec l'autre. Ils ont besoin de l'autre, ils veulent l'autre, mais c'est pas simple, les relations, souvent, avec les autres. Oui, c'est fluctuant. Okay? Ça a été ça, une de mes découvertes, c'est que les symptômes qu'on a, que je vous ai toutes cités, c'est fluctuant. Okay? Ça a été une de mes principales interrogations. Comment ça se fait qu'il y a des moments où leurs relations vont super bien, puis des moments où leurs relations vont vraiment pas bien. Okay? Donc ça a été une des questions sur comment on définit la personnalité finalement. Est-ce que c'est un trait régulier, puis permanent chez l'individu, ou alors est-ce que c'est quelque chose qui peut varier au fur et à mesure? L'autre chose qui est un très bon point, c'est l'impact sur le fonctionnement. Il faut que
tout ce que j'ai dit, tout ce que vous avez dit, ait un impact significatif dans le fonctionnement de la personne. Autrement, s'il n'y a pas d'impact significatif, ça devient ce qu'on appelle un trait de personnalité. Et si on revient à votre guide, à qui s'adresse votre guide? Oui. Donc, le guide s'adresse vraiment à tout le monde. Donc, je l'ai écrit exprès pour qu'il soit accessible à la fois aux personnes qui souffrent de troubles de la personnalité limite, à leurs proches, aux étudiants de la santé et aux professionnels de la santé. Donc, c'est vraiment un guide qui est fait pour être diffusé, puis accessible. En fait, il correspond... Vous savez, quand on prend en charge des personnes, que ce soit dans la psychose, le trouble bipolaire ou donc le trouble de la personnalité limite, il y a des étapes dans les prises en charge. Okay, on appelle ça des soins par étapes. Et une des premières étapes, c'est d'annoncer le diagnostic et de faire de l'éducation psychologique. C'est la première étape à faire. Et après ça, c'est prise en charge par le psychologue, prise en charge par les groupes et aide dans la communauté. Okay, il y a différents stades. Et donc ça, pour le trouble de la personnalité limite, c'est un Montréalais qui les a établis, c'est le docteur Paris. Donc en anglais, on appelle ça le stepped care. Et la première étape, c'est vraiment d'aller annoncer le diagnostic. Puis justement, il n'y a pas de guide pour cette première étape-là. Donc c'est pour ça que le livre a vu le jour. S'il y avait déjà eu un guide qui permettait cette annonce-là, il n'y aurait pas eu besoin du livre. Parfait. J'avais une question, c'est ça, sur les défis que les personnes qui ont un trouble de personnalité limite rencontrent auprès du personnel soignant. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose, parce que vous en avez quand même parlé. Oui, il y a peut-être un truc que je viens de penser qui est en dehors de la question, c'est que une des grandes forces du projet que je propose, c'est que je suis psychiatre généraliste, okay, sur le trouble de la personnalité limite. Donc, je n'ai pas un point de vue de spécialiste. D'accord, je pense que ça, c'est important parce que ça permet de généraliser mon savoir. Okay, si j'avais un point de vue très spécifique, on a beaucoup d'équipes très spécialisées à Québec et à Montréal, puis à Sherbrooke, et avec des prises en charge, donc de la prise en charge dialectique, de mentalisation, le GPM, le Good Psychiatric Management, et eux, ils font des prises en charge très spécifiques. Okay, et là, moi, je me présente comme un psychiatre généraliste sur le trouble de la personnalité limite. Je pense que c'est un point qui est important. Et donc, je ne rentre pas dans les détails de toutes les théories qui sont associées au trouble de la personnalité limite. Parfait. Je rentrerai dans du contenu, mais si vous voulez le faire plus large, là, je suis ouverte aussi. Mais je me demandais, parce que vous avez une vision très différente de l'affect, je pense, que de ce qu'on voit habituellement dans la littérature. Je pense que ça pourrait être important que vous nous la définissiez. Oui. Donc, écoutez, je suis arrivé à l'hôpital St. Mary's et j'ai eu plein de personnes qui souffraient de troubles de la personnalité limite. Et là, je me suis dit, je vais leur annoncer le diagnostic. Et donc, j'ai tenté de leur annoncer avec, vous avez un problème d'émotion, vous avez l'émotion qui va très, très vite, qui grimpe, puis après, c'est difficile de faire retomber votre émotion. Ah bon, docteur, mais comment je traite ça? Écoutez, je ne sais pas, là, c'est génétique, il va falloir aller faire les groupes, mais c'était pendant la période de la COVID-19. L'hôpital St. Mary's n'a pas accès aux groupes de Douglas ou de l'hôpital général juif. Donc, on se retrouve un peu confronté au fait que il n'y a que moi. Okay, donc, écoutez, je vais tenter de vous aider, mais je ne comprends pas trop. Et alors, de manière, en anglais, ils appellent ça serendipity, là, donc de manière un peu aléatoire, je suis allé à Indigo, okay, parce que je devais apprendre l'anglais. Donc, je suis allé chercher un livre en anglais, parce que je travaillais dans le réseau McGill. Et je suis allé au rayon psychologie de Indigo, au centre-ville de Montréal, et je tombe sur un livre qui s'appelle « How Emotions Are Made » de Lisa Feldman Barrett, un livre qui venait de sortir, que je n'avais jamais entendu parler. Et je commence à le lire et je me dis, waouh, c'est quoi ce livre-là? C'est la nouvelle Bible sur les émotions, là. Et donc, c'est une neuropsychologue qui travaille donc aux US et qui a développé la théorie de l'émotion construite. Les émotions ne sont pas innées, il n'y a pas de zone ou de fingerprint d'émotions dans le cerveau. Il n'y a pas une zone de la colère, il n'y a pas de zone de l'amour, de la haine, que ce soit des émotions primaires, secondaires, tertiaires. Il n'y a pas de zone particulière des émotions. Les émotions sont socialement construites.
Et donc, il existe quelque chose qui est antérieur aux émotions, c'est ce qu'on appelle les affects. Okay. Et donc, la théorie des affects, donc le guide, c'est le guide pratique pour une approche par les affects du trouble de la personnalité limite, et c'est les affects définis selon la professeure Lisa Feldman-Barrett. Okay. Et donc, les affects, globalement, c'est le ressenti du corps. Okay. Le ressenti du corps selon deux axes. Okay. Donc, c'est selon deux axes. Il y a un axe qui est celui de se sentir éveillé dans son corps ou endormi dans son corps. En anglais, c'est arousal. Okay. Donc, c'est pas éveillé, mais c'est le fait de se déclencher. D'accord. Et aussi, l'autre axe, c'est le fait de se sentir confortable dans son corps ou inconfortable dans son corps. Et on imagine le cerveau qui est comme un photographe qui prend des photos du corps, de l'état du corps à chaque instant. Okay. Et il prend une photo avec un mauvais appareil photo puisqu'il y a seulement 4 pixels. Et donc, de ces 4 pixels-là, il va devoir découvrir qu'est-ce que veut dire cette photo. Donc, imaginons, je me trouve en haut à droite, là, sur ce schéma-là en croix. Donc, je me retrouve énergétique et en plus confortable. Ben, pour le cerveau, il se dit, ben, continue comme ça, là, tant mieux. Okay. Donc là, il ne se pose pas de questions. Il n'a pas besoin d'essayer de travailler, hormis de dire, ben, continue ce que tu es en train de faire. Il ne va rien dire de particulier. Par contre, si on se retrouve en bas du diagramme, on se retrouve du schéma là, des affects. Si on se retrouve avec un affect qu'on appelle d'inconfort, donc on se sent inconfortable et en plus endormi, okay, ce qui peut ressembler à de la dépression. Okay, donc ça pourrait être le soir, quand on a bu une tisane, puis on a mangé trop de confiserie ou une grosse raclette là. Okay, on est bien, mais on se sent un peu inconfortable au bout d'un moment. Et ben là, le corps, il va devoir comprendre pourquoi on est inconfortable. Okay, c'est ça son job. Okay, et il ne veut pas que ça se reproduise, parce que c'est trop énergétiquement coûteux pour lui. Et donc, il va essayer de comprendre. Alors, c'est facile, je viens de manger une raclette. Alors, il va dire, ben, j'ai mangé une raclette, va dormir. Bon, c'est très simple. Par contre, il y a souvent des moments où on se sent, où l'affect est inconfortable, mais il n'est pas compris par le cerveau. Okay, c'est-à-dire qu'il va appliquer des prédictions pour essayer d'expliquer l'affect. Et donc, chaque prédiction vient avec une action qui est de changer de place, s'habiller, se déshabiller parce qu'il fait chaud ou il fait froid, ou alors s'hydrater ou aller dormir. Enfin bref, il va mettre en place des actions. Et si l'affect s'apaise, c'est que l'action qui était associée à l'affect est la bonne action. Okay. Et donc, il va continuer cette action-là. Mais par contre, si l'affect d'inconfort continue à être inconfortable, puis à être bruyant dans le corps, le cerveau, il va devoir appliquer toutes les prédictions qu'il connaît. Sauf qu'au bout d'un moment, il va s'arrêter. Il va pas faire que ça. Et donc, il va appliquer une prédiction qui a toujours fonctionné. Okay. Parce que d'un point de vue du cerveau, là, on imagine qu'il y a comme une banque de données de prédictions pour expliquer les affects d'inconfort. Et le cerveau, il ne fonctionne pas comme... Il est ce qu'on appelle brillant, mais pas intelligent. Nous, on est intelligent, mais on n'est pas brillant. Okay. La conscience, elle est intelligente, mais elle n'est pas brillante. Le cerveau, lui, il est brillant, mais il n'est pas intelligent. Okay. Donc, il ne va pas connaître la chronologie dans les différentes prédictions. Il va juste appliquer des lois statistiques en disant, bon, ben, si tu as appliqué cette prédiction-là, cette prédiction-là, cette prédiction-là, et que ça n'a pas marché, eh ben, il va rester celle-ci, et celle-ci, elle doit marcher. Celle-ci, là, c'est laquelle? C'est dans le théâtre, là, c'est le Deus ex machina, là, c'est mes parents. Okay, j'ai mes parents qui m'ont aidé quand j'étais enfant, de 0 à 16 ans, là, à peu près. Ils m'ont tout le temps aidé quand j'avais un affect d'inconfort. Et donc, comment je fais pour appeler mes parents? C'est me mettre en colère. Et donc, je vais appliquer une émotion qu'on appelle la colère pour essayer de répondre à mon affect d'inconfort incompris. Okay. Et donc,
Et plus j'ai des affects d'inconfort incompris de manière régulière, et plus je vais me mettre facilement en colère, puisque ça devient une réponse qui est statistiquement relevante d'un point de vue du cerveau. Et donc, partie de là, c'est cet angle-là que j'ai utilisé dans le livre. Parce que les personnes qui souffrent de troubles de la personnalité limite sont très régulièrement en colère, et de manière très rapide. Okay. Et en même temps, cette colère ne répond plus à rien, puisque les parents sont plus là. Si j'ai mes parents qui sont présents et que je me mets en colère, je les appelle, ils arrivent, ils trouvent avec leurs prédictions à eux ce qui se passe dans mon corps et qu'ils arrivent à le régler. Parfait, ma colère, elle a eu raison d'exister. Mais là, à l'âge adulte, il n'y a plus de parents à côté, donc la colère va être présente, okay, elle va être utilisée, mais elle ne va pas répondre à l'affect d'inconfort qui va continuer à être bruyant, et donc il va y avoir la colère qui va être encore plus présente, mais l'inconfort ne sera jamais pris en charge par son propre cerveau. Mm-hmm. Ça fait le tour? Oui. Ouais. Donc, si je comprends bien, c'est le fait qu'il y ait un affect d'inconfort. Le cerveau, lui, essaye de comprendre puis de réagir pour diminuer la charge d'énergie que cet inconfort-là prend. Oui. Et une des façons que la personne qui a un trouble de personnalité limite ou autre va réagir, c'est d'aller dans la colère pour calmer l'inconfort. Mais ce n'est pas efficace. Exact. Est-ce qu'on peut penser que les méthodes qu'ils utilisent, comme la consommation, l'automutilation, la sexualité, servent à venir calmer? C'est-tu comme une autre façon pour venir calmer cet inconfort-là? Oui. Ça vient réduire la détresse. Okay? Ça vient réduire la détresse, ça vient déplacer le mal de place. Ça vient les consommations de drogues apaisantes viennent apaiser les affects. Les consommations de drogues excitantes viennent donner plus d'énergie, donc la possibilité de mieux gérer les affects. Okay? Donc, effectivement, oui. OK. C'est très intéressant. Puis je pense que votre guide sert aussi à vulgariser l'information puis à aider les patients à comprendre ce qui se passe. Puis ça, j'ai l'impression que c'est une explication qui peut faire sens pour eux assez facilement. Oui. Maintenant, j'ai bien aimé aussi votre différenciation entre la personnalité définie par l'identité versus la fonctionnalité. Fait que je ne sais pas si vous pouvez expliquer. Mais oui. Donc, c'est ça. Comment j'ai écrit le livre, okay? C'était quoi le processus? C'est que j'ai lu le livre de Lisa Feldman-Barrett, puis j'ai commencé à l'expliquer aux patients. Okay? Ça a mis un petit peu de temps à ce que j'apprenne à l'expliquer de manière accessible. Et comme je vous expliquais tout à l'heure, j'ai des résidents qui sont avec moi. Puis là, les résidents, ils disent « Mais où c'est que vous avez découvert ça, Dr Zemmour? D'où ça sort ?» Et les patients, ils ressortent énergisés. Okay, puis, on voit bien qu'ils vont mieux. Vous devriez écrire votre façon d'expliquer le trouble de la personnalité limite dans un livre. J'ai dit, pourquoi pas. Okay. Donc, le livre, il est écrit un peu de manière comme si je parlais aux patients. Okay, c'est écrit sous forme de dialogue. Enfin, il y a les 50 premières pages qui sont un peu théoriques et médicales. Et après, tout le reste, c'est un dialogue entre un psychiatre et un patient. Okay. Et donc, une des premières choses que je fais avec la personne qui vient pour la première fois me voir, ou que je vois pour la première fois à l'urgence ou à l'hospitalisation, donc je lui dis, écoutez, j'ai l'impression que vous avez un trouble de personnalité limite, voici les raisons, qu'est-ce que vous connaissez du trouble de la personnalité limite? Donc on va chercher les croyances de la personne, puis on va dire, écoutez, je comprends que vous connaissiez ça, mais j'ai une autre vision de la trouble de la personnalité limite, et ça va peut-être pouvoir vous aider à aller un petit peu mieux, pour tout de suite. Okay. Oui, une autre chose que je n'ai pas dit, qui est importante à dire dès le début, c'est que ce guide-là, c'est la première étape, okay, d'une succession de prises en charge, et notamment les prises en charge recommandées par les guides de bonne pratique, qui sont extrêmement efficaces. Okay. Donc, toutes les prises en charge en groupe de troubles de la personnalité limite, prises en charge psychologique, les modèles dialectiques, de mentalisation, de transfert, des schémas et le Good Psychiatric Management, tout fonctionne extrêmement bien. Okay. Et ça vient en complément de ces ça ne vient pas s'opposer.
Okay, je pense que c'est important que ça soit nommé. Et donc, la personne arrive et je lui dis, bon, bah, écoutez, le trouble de la personnalité limite, il y a 3 mots à l'intérieur. Il y a le mot trouble, il y a le mot limite, puis il y a le mot personnalité. Pour aujourd'hui, on a 1 heure devant nous. Je pense qu'il faut qu'on se focalise sur le mot personnalité. Okay, ensemble, pour que vous compreniez bien c'est quoi un trouble de ce truc type limite. Le mot limite, on le connaît, on l'a dit tout à l'heure, c'est les idées suicidaires on-off, la sensibilité au rejet, à l'abandon. Le mot trouble aussi, on le connaît, c'est l'absence d'adaptation à des nouvelles normes. Okay, ça, on est pas mal familier, on est pas mal d'accord avec ce que ça veut dire. Par contre, le mot personnalité, je pense qu'on a probablement une vision qui est différente. Alors, je lui demande, comment vous définiriez le mot personnalité? Et je ne vais pas vous demander à vous, mais la personnalité, c'est souvent défini par les personnes comme qui on est, okay, qui je suis dans le passé, le présent et le futur, donc mon identité à travers le temps. J'étais, je suis, puis je deviendrai, et je serai, pardon. Puis c'est souvent aussi défini comme mon caractère, comme mon tempérament, bref, quelque chose de stable, d'accord, une sorte de continuité de qui je suis. Et si vous voyez bien, ça reste dans le domaine de la conscience. C'est vraiment qui je suis, Kevin. D'accord ? C'est pas mon corps qui il est ou mon cerveau qui il est. C'est vraiment qui je suis. Okay ? Donc on est dans le domaine de la conscience, premièrement, puis on est dans le domaine de l'identité. Donc je leur dis, donc vous venez de me dire que vous avez que c'est votre identité. Donc si vous avez un trouble de personnalité limite, vous avez un trouble de votre identité type limite. Est-ce que vous êtes sûr ? Okay. Ça veut dire qu'il y a vraiment une difficulté à l'intérieur de vous, donc vous êtes une erreur, une faute, où vous devez changer, vous devez devenir une autre personne. Vous devez devenir un Kevin 2.0. Et ça, je vais vous le dire, là, ça va être vraiment difficile, puis il faut aller voir des psychologues, puis il faut que la prise en charge dure longtemps. Okay. Mais nous, là, on a 1 heure devant nous. Je ne vais pas pouvoir vous expliquer le trouble de la personnalité limite de cette manière-là. Parce que si je vous l'expliquais de cette manière-là, je ne vais pas pouvoir vous donner des choses concrètes à faire juste après. Oui, c'est très efficace. Oui, c'est intéressant. Et il va falloir le comprendre, la personnalité de cette manière-là, mais pour les prises en charge plus tard. Okay. Faut savoir qu'il y a un délai d'attente au Québec de 1 an à 2 ans pour avoir accès au psychologue. Okay. Donc là, moi, j'ai un patient qui est à l'urgence, qui est suicidaire, puis je lui dis, vous avez un trouble dans votre identité, puis vous devez aller au psychologue. D'accord ? Comment ? Okay. Donc il a fallu se dépatouiller un petit peu là-dedans. Et donc, c'est pour ça que je lui dis, donc il va falloir définir la personnalité d'une manière différente. Okay. Donc, on va définir la personnalité par sa fonction. Et la fonction de la personnalité, c'est de s'adapter aux événements de la vie extérieure et aux événements de la vie intérieure. Okay. Donc, vous n'avez pas un trouble de l'identité type limite, mais vous avez un trouble de l'adaptation aux événements de la vie intérieure et aux événements de la vie extérieure. Et là, souvent, les patients disent « Ah, ok, ça, je n'avais jamais entendu », puis ils deviennent plus ouverts. Okay, on s'imagine, là, on a une personne qui est suicidaire devant nous, là, d'accord ? Donc, ou qui vient de faire une tentative de suicide. Donc, elle n'est pas forcément ouverte à nos explications. Et là, hop, on ne vient pas lui dire que c'est elle la faute, que c'est elle l'erreur, qu'elle a un enjeu en elle qu'il faut régler dans son identité, mais plutôt qu'il y a un enjeu de fonctionnement. Et ce qui est intéressant, ce que je leur dis, c'est que s'il y a un problème de fonctionnement, ça veut dire que vous allez pouvoir être une aide pour améliorer ce fonctionnement-là. Parfait. Je peux continuer, mais je vous laisse... Oui, non. Non, c'est très bien. Est-ce que... ah oui, l'autre chose qui est vraiment, je pense, très, très aidante dans le guide, parce que je me permets de le souligner, il y a toujours ça, l'explication, puis il y a aussi la discussion avec Alex, le faux patient, qui est vraiment aidante. Puis, je pense qu'il y a un souci d'être très concret, d'utiliser des images, de faire en sorte que la personne en ressorte avec quelque chose de « OK, je comprends, tu sais, je peux avoir cette analogie-là ». Puis, une des analogies qui est exploitée dans le livre, c'est celle de l'unité centrale de l'ordinateur et de l'écran. Hein?
pour parler, entre autres, de la conscience et du cerveau. Fait que ça, je ne sais pas si ça fait logique dans le temps. Mais oui, en fait, c'est juste après donc, oui, et c'est super. Alors, la personne, elle est là, et puis elle me dit, bon, OK, qu'est-ce que je fais avec mon fonctionnement? Okay. Alors, je lui dis, est-ce que vous savez quel est l'organe qui gère le fonctionnement aux événements de la vie intérieure et aux événements de la vie extérieure? Souvent, il me dit, mais qu'est-ce que vous entendez par là, événements de la vie intérieure et extérieure? Okay. Les événements de la vie intérieure, c'est tout ce qui se passe dans le corps. Tout. Le système immunitaire, les morts cellulaires, le taux de glucose, le taux de cétone, la température corporelle, la fréquence respiratoire, cardiaque, bref, tout ce qui se passe au niveau du corps. Tout. D'accord? Et ça, c'est les événements de la vie intérieure. Et les événements de la vie extérieure, c'est le social, ce qu'on est en train de faire en ce moment, mais c'est aussi la température, c'est aussi les radiations, c'est aussi les bruits, c'est aussi l'alternance jour-nuit. Bref, c'est tout ce qui est physique, tout ce qui est social. Et un troisième, c'est toutes les pensées. Okay? Dans un objectif pédagogique, j'ai identifié les pensées comme à l'extérieur du corps. D'accord ? Dans l'objectif de pouvoir bien identifier ce qui relève du monde intérieur et ce qui relève du monde extérieur. Okay. Et donc, je répète, le monde extérieur, le monde physique, social et les pensées. Et donc, il y a un enjeu d'adaptation dans l'ensemble de tout ça. Et vous me dites si je me trompe, c'est ça que je dis à la personne. Est-ce que les périodes de down, les périodes de bas ou de tristesse ou les idées suicidaires, elles arrivent toujours quand vous êtes envahi, ou en anglais c'est overwhelmed? Et là les patients ils disent mais oui, c'est tout le temps comme ça. Tu sais, quand je vais bien, j'arrive à m'adapter aux choses, etc. Mais quand il y a trop et je shut down. Okay? Et donc ce mode économie d'énergie, okay? Je tombe en mode économie d'énergie. Je leur dis ok, parfait, mais c'est quel est l'organe qui s'occupe de ça? Okay? Alors souvent les gens ils disent c'est moi qui m'occupe de... Vous êtes sûr que vous occupez de tous les petits cancers que vous êtes en train de travailler là? Non, c'est sûr que je m'occupe pas de tout ça, mais vous êtes sûr que vous occupez de toutes les cellules qui sont en train de s'ouvrir, se désouvrir, les canaux, etc. Non, c'est sûr que c'est pas moi. Parfait, c'est quel organe? C'est le cerveau. Okay? Et donc là, je triangularise, on dit, parfait, excellent. Donc vous voyez, le trouble de personnalité, limite, il n'est pas dans vous, mais il est dans le cerveau de vous. Okay? Il n'est pas dans Kevin, mais il est dans le cerveau de Kevin. Okay? Et donc, le trouble de la personnalité limite, c'est pas un trouble de vous n'êtes pas vraiment responsable de cette situation-là, c'est plutôt votre cerveau. Et souvent, ça entraîne beaucoup de confusion, donc je leur dis, je vais prendre un exemple, une image. On va prendre l'image d'un ordinateur. Un ordinateur qui n'est pas intégré, là, comme un ordinateur portable, un ordinateur de table, où on a l'unité centrale, puis l'écran. L'unité centrale, c'est enfermé dans une boîte noire. On ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur. Comme votre crâne, c'est une boîte noire, on ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur. Mais dans cette boîte noire, c'est là où il y a les algorithmes, il y a la gestion des 0 et des 1, c'est là où il y a tout qui se passe. Okay? Puis, l'écran, c'est ce qui est visible, lisible, compréhensible. Okay? Et ça, c'est la conscience. Donc, la conscience, c'est l'écran, et l'unité centrale, c'est votre cerveau. Si dans l'unité centrale, il y a un problème, okay, il y a un dysfonctionnement, vous n'allez pas le voir parce que c'est enfermé dans une boîte noire. Par contre, à l'écran, vous allez voir des glitches, vous allez voir une baisse de la luminosité, vous allez voir que votre ordinateur, il a l'air ralenti, mais vous ne le voyez pas dans la boîte noire, vous le voyez sur l'écran qu'il est ralenti. Et vous allez avoir des petits signaux qui vont apparaître, va pas bien, fais ci, fais ça, ok. Mais ça, c'est sur la conscience. Okay. Et l'écran de l'ordinateur, est-ce qu'il se dit, c'est moi le problème? Non. Est-ce qu'il se dit, je dois régler des problèmes à l'intérieur de l'écran? Non. Il dit, il faut régler des problèmes dans l'unité centrale. C'est la même chose pour le trouble de la personnalité limite. Le trouble de la personnalité limite, il est à l'intérieur de l'unité centrale et il n'est pas au niveau de la conscience. Et souvent, là, ça éclaire les patients et ils disent « Ok, j'avais pas compris ça. Okay » Et donc, votre conscience, là, ce qui est visible, lisible, on va avoir des indices à l'intérieur pour pouvoir comprendre ce qui se passe dans l'unité centrale et on va utiliser votre conscience pour
aider l'unité centrale. Et donc là, ça leur donne un sentiment de pouvoir qui est important, de capacité qui est importante, où ils vont pouvoir utiliser leur propre conscience pour aider leur cerveau. Excellent. Merci beaucoup. C'est très clair. Puis, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les 3 buts du cerveau que vous identifiez dans le livre, soit sa survie, le corps, l'intégration des multitudes de sources d'informations? Oui. Donc, je dis, l'unité centrale, c'est enfermé dans une boîte noire, OK? Mais on comprend un peu quand même ce qui se passe maintenant. Et donc, ça, c'est lié au livre sur le How Emotions Are Made, okay, de Lisa Feldman Barrett. Et donc, le cerveau, on le connaît un petit peu maintenant. Avant, on ne le connaissait pas. Maintenant, on le connaît un peu mieux. Et on sait qu'il a des différents objectifs. Okay. Alors, c'est cette catégorisation que je dis dans mon livre, là, c'est évidemment pédagogique, puis c'est imagé. Okay. Ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe. Mais ça permet d'expliquer à la personne les différents symptômes qu'elle a. Donc, souvent, donc je reprends l'image d'un ordinateur, mais cette fois intégré, donc comme un iPad, okay, ou un ordinateur portable, où il y a une batterie, une unité centrale et un écran qui sont ensemble. Okay. Alors, je leur dis, mais votre ordinateur, il fonctionne bien quand il est à 100%, 80, 60, 40% de batterie, il fonctionne super bien. À partir de 10%, il se met en mode économie d'énergie. Qu'est-ce qui se passe au niveau du mode économie d'énergie? Eh bien, l'ordinateur, la luminosité de l'écran réduit, l'écran est plus triste, okay, il est ralenti, l'écran est ralenti, puis les mises à jour disparaissent, puis surtout, on coupe les relations du réseau Wi-Fi, Bluetooth, puis etc. Okay? Et c'est les mêmes symptômes, ça ressemble beaucoup aux symptômes du trouble de la personnalité limite. Et donc, je leur dis, il va falloir qu'on comprenne votre cerveau, et il faut comprendre le cerveau comme un algorithme de mise en place d'économie d'énergie. Donc, on va essayer d'imager quelles sont les différentes étapes de mise en place du mode économie d'énergie. Et donc, je leur dis, c'est quoi la première priorité de votre cerveau qui ne peut pas se mettre en mode économie d'énergie? Il n'a pas le droit de le mettre, cette priorité-là, il n'a pas le droit de la mettre en mode économie d'énergie. Donc, est-ce que vous savez, je ne vais pas vous poser la question, mais est-ce que, je demande aux patients, est-ce que vous connaissez la première priorité de votre cerveau? Souvent, la réponse, ça va être, la première priorité de mon cerveau, c'est ma survie. OK, mais c'est la survie de quoi? De moi. Est-ce que vous êtes sûr que c'est la survie de vous en tant que Kevin? Non, c'est moi, mais tout moi. Okay, vous êtes sûr? Je dis, écoutez, malheureusement, non. C'est la survie de lui-même. C'est la survie du cerveau. Okay? Puis souvent, j'utilise ma main pour dire les 5 étapes de priorité du cerveau. Okay? Donc, la première priorité, c'est le cerveau lui-même. Et une fois que l'énergie, elle a comblé l'ensemble qui était nécessaire pour le fonctionnement du cerveau lui-même, eh ben, l'énergie, elle peut basculer à la prochaine étape. Et je leur demande, est-ce que vous connaissez la deuxième priorité de votre cerveau? C'est de faire survivre le corps. Okay? Et donc, l'ensemble du corps. Et là, je leur dis, mais donc, d'un point de vue extérieur, cette personne-là, ça correspond à quoi? Ça correspond à une personne qui a un cerveau, puis un corps. Par contre, elle ressemble à un robot. Okay? Pour pouvoir aller chercher la pomme du pommier, il va falloir que le cerveau il dise, bouge ton index, bouge ta pomme, ouvre ton coude. C'est très lent. Vous voyez, c'est différentes étapes qui sont très lentes. Le cerveau, il va devoir créer une troisième priorité pour pouvoir agir de manière rapide. Cette troisième priorité, c'est la conscience. C'est le sens, c'est le je, c'est le moi, c'est le Kevin, c'est la subjectivité. Donc le cerveau va faire émerger la conscience. La conscience est une illusion dans l'objectif d'aller chercher rapidement la pomme. C'est un artefact créé par la conscience dans l'objectif d'aller vite. Okay? Donc c'est un modèle mathématique, statistique dans le cerveau pour pouvoir agir de manière rapide. Et ce que ça veut dire aussi, c'est que le cerveau, il est capable de l'enlever. Dans le sommeil, dans le coma, le cerveau, lui, il s'en fout, là, il est bien, il est tranquille, il a son corps et son cerveau. D'accord? Donc, il va créer quelque chose, la conscience,
dans l'objectif d'avoir le maximum de rapidité pour aller chercher la pomme. Maintenant, cette personne-là, d'un point de vue extérieur, ça ressemble à une personne qui a un cerveau, un corps, puis une conscience. Par contre, on n'a comme pas envie d'aller lui parler. Pourquoi ? Parce qu'elle ne sourit pas, elle n'est pas de bonne humeur, elle n'a pas de l'entre-gens. Donc, le cerveau, il va donner une autre priorité, c'est la bonne humeur, okay, et l'accès au futur. Okay, donc, c'est l'accès à la bonne humeur et l'accès au futur. C'est quoi l'avantage de ça ? C'est que c'est une personne qui est souriante. Donc, elle n'a pas un seul pommier, mais les pommiers de elle, puis tout son voisinage. Donc, elle peut aller chercher plus de pommes. Et en plus, elle a accès au futur. Donc, les pensées qui sont liées au futur, ça lui permet de ralentir, de mettre un espace, un délai, un silence entre sa pensée et son action. Donc, ce qu'on appelle ne pas être impulsif. Okay ? Donc, avoir accès au futur permet d'éviter l'impulsivité. Okay ? Donc là, ça fait une personne qui est agréable. Et si enfin, on lui donne à cette personne-là la 5e priorité du cerveau, qui est le social, ça ne lui permet pas d'avoir les pommes du quartier, mais les pommes au Maxi, au Costco, vraiment de partout. Et donc là, il y a vraiment beaucoup de pommes. Okay ? Et donc, d'un point de vue extérieur, ça, c'est une personne c'est un cerveau qui a délivré l'énergie d'abord à lui-même, ensuite au corps, ensuite à la conscience, puis à la bonne humeur, puis au social. Mais là, on est juste à 10% de l'énergie. Et si l'énergie, elle continue à augmenter, notre batterie interne, elle continue à augmenter, notre social, il grandit, jusqu'à ce qu'il grandisse. L'idée, c'est que la batterie interne, elle est capable de diminuer. Et au bout d'un moment, si elle arrive à 11%, et après, si on perd encore 1%, ça fait 10%, puis là, le mode économie d'énergie, il va arriver. Qu'est-ce qui va se passer ? Le cerveau va enlever l'accès au social. C'est pas que les gens sont plus sociables, c'est qu'il va enlever l'accès au social. Et hop, il y a ce palier-là qui est enlevé. Qu'est-ce que ça donne comme personne ? Ça donne une personne qui a la mèche courte, qui est irritable, qui se chicane. Okay ? Et c'est souvent les premiers symptômes d'une crise dans le trouble de la personnalité limite. Okay ? Et si malheureusement l'énergie continue à diminuer, le cerveau il va enlever l'accès au futur. Ça devient des gens qui sont impulsifs. Et il va enlever l'accès à la bonne humeur. Et donc ça devient des gens qui ressemblent à des dépressifs, mais ce n'est pas des dépressifs, c'est juste qu'ils n'ont pas accès à la bonne humeur, puis ils n'ont pas accès au futur. C'est pas qu'ils sont trop dans le passé, ou ils ont une malédiction du passé, c'est juste qu'ils peuvent rien faire d'autre que d'être dans le passé, puisqu'ils n'ont pas accès au futur. Okay ? Et ça vient déconstruire un mythe, là, parce que souvent les patients, ils sont en train de se dire « Oh, j'ai mon passé qui est trop difficile à porter » ou « J'ai la malédiction du passé ». Pas du tout. Vous avez votre navigateur qui est incapable d'aller dans le futur, mais parce qu'on ne lui donne pas l'accès. Donc, qu'est-ce qu'il fait, votre navigateur qui est sur son bateau ? Il va dans la mer du passé. Okay ? Mais dès qu'on réouvre l'accès à la mer du futur, il y va, il n'y a aucun problème. Okay ? Puis, enfin, si l'énergie continue à baisser, le sens de soi-même, le sens de l'identité, les questions existentielles arrivent. Et là, c'est très difficile pour la personne. Okay ? Et donc ça explique les différentes étapes, souvent d'apparition des symptômes du trouble de la personnalité limite quand ils sont en crise. Mais la personne, elle le vit extrêmement négativement. C'est sûr que personne n'a envie de vivre ça, là. Par contre, d'un point de vue strict du cerveau, si on regarde ça du point de vue du cerveau, c'est brillant. C'est brillant parce qu'il a mis en place son mode économie d'énergie. Le cerveau fonctionne extrêmement bien de ces personnes-là. Pourquoi ? Parce que ça permet d'enlever les sollicitations liées au social, d'enlever les sollicitations liées à l'entre-gens, puis les sollicitations, c'est une personne qui reste dans son lit puis qui ferme les rideaux, elle n'a plus aucune sollicitation. Donc d'un point de vue du cerveau, c'est une stratégie qui est très efficace. Et ça, c'est un truc là, on vient déconstruire un autre mythe pour les gens qui souffrent du trouble de la personnalité limite, qui ont l'impression qu'ils ont un cerveau que les psychiatres ne comprennent pas. On leur dit, mais pas du tout. Vous avez un cerveau qui fonctionne bien, il applique de manière extrêmement efficace le protocole de mode économie d'énergie. Et là, souvent, ça les soulage, les personnes.
Mais ça, moi, je trouve ça vraiment très, très, très intéressant parce que c'est des gens, on n'a pas parlé de ça encore, mais qui ont souvent vécu beaucoup d'invalidation. Puis je trouve que ça les valide. Ça dit, c'est pas sorti de nulle part que tu te chicanes, que tu t'isoles. C'est en quelque part, ton cerveau a besoin d'un shutdown, il a besoin d'avoir un peu d'espace seul, que tu n'iras pas chercher par toi-même, mais que si on t'explique qu'il y a une raison pourquoi tu as besoin de t'isoler, bien, peut-être que tu vas apprendre à t'isoler sans te chicaner avant de t'isoler. Puis je trouve que c'est très validant pour eux de dire, c'est pas tout toi qui contrôle ça. C'est pas non plus juste des patterns, c'est ton cerveau, puis il le fait de façon intelligente. Fait que moi, j'aime vraiment ça, cette partie-là. Maintenant, je sais que vous avez bien pris le temps de faire la différence entre un down puis une dépression. Fait que je ne sais pas si vous pouvez l'expliquer. Oui. Donc, c'est sûr que d'un point de vue extérieur, quand on regarde une personne qui est dans cette situation-là, okay, donc qui a perdu l'accès au social, à la bonne humeur, puis au sens de l'identité, c'est sûr que ça ressemble à une dépression. Okay, c'est clair, là. Okay, ça, c'est sûr. Puis la personne, elle vous le dit, là, je me sens déprimé. Parfait. Donc, ça va être difficile pour un psychiatre. Un de ses jobs, c'est de faire des diagnostics. Okay, donc, moi, il faut que je réussisse à faire un diagnostic. Il y a une personne qui est dépressive depuis plus de 14 jours. C'est tous les critères pour faire un diagnostic de dépression. Okay, donc, l'épisode dépressif caractérisé, donc la dépression, c'est une période de temps de 15 jours où on se sent triste, ralenti, avec des problèmes de sommeil. Okay, bon, il y a plein d'autres choses, mais ça ressemble à ça. Ça ressemble exactement à ce que je viens de vous décrire. Et souvent, les downs des troubles de la personnalité limite durent plus de 15 jours. Donc nous, quand la personne arrive dans le bureau et qu'elle nous dit « moi, je me sens triste », je lui fais l'ensemble des critères de la dépression, je coche tous les critères. Okay, alors là, moi, mon job, c'est de savoir est-ce que c'est vécu de manière subjective comme une dépression, mais est-ce que d'un point de vue d'un psychiatre, c'est un épisode dépressif caractérisé? Là, ce qui va nous aider, c'est pas la quantité de symptômes, c'est pas l'intensité des symptômes, c'est la fréquence des symptômes. Okay? Donc, on imagine un épisode dépressif caractérisé, c'est 1 par an, 2 par an. D'accord? Plus que ça, là, ça devient difficile d'en voir 10 par soir. Parce que quand je suis à l'urgence, je vois 10 personnes comme ça par soir. Okay, donc, c'est très rare les patients qui font plus que 2, 3 épisodes dépressifs caractérisés par an. Okay, donc là, je leur demande... donc la question, c'est d'analyser la fréquence. Je leur dis, bon, OK, parfait, ce down, là, cette dépression que vous avez, c'est à quelle fréquence? Puis ils me disent, ça, c'est 2 fois par mois. OK, 2 fois par mois, ça fait énorme. D'accord, c'est beaucoup plus que 2 ou 3 par an. Okay, et donc, c'est vraiment 2 par an, 2 par mois. Oui, parfait. Puis, est-ce que des fois, ça dure plus longtemps? Oui, des fois, ça dure beaucoup plus longtemps. Mais c'est quand même cette fréquence-là. Donc, une fréquence élevée de dépression, c'est souvent un signe de trouble de la personnalité limite et pas d'épisode dépressif caractérisé. Parfait, merci. Maintenant, peut-être que vous pourriez nous expliquer comment vous faites pour différencier le trouble bipolaire du trouble de personnalité limite. Donc, la différence entre... donc, il y a le trouble bipolaire, le trouble de personnalité limite, puis le trouble dépressif unipolaire. Okay, le trouble dépressif, c'est le trouble unipolaire, quoi. Donc, ça veut dire qu'on fait que... donc, excusez-moi. Les pôles, c'est les pôles de l'humeur. Donc, on peut être soit exalté, c'est-à-dire on est une personne qui... dans le jargon médical, on appelle ça un « ça va bien, ça va vite ». Okay, ça, c'est quelqu'un qui est en manie, qu'on appelle. Okay, c'est un « ça va bien, ça va vite ». Quelqu'un qui est en dépression, c'est un « ça va lentement, ça va mal » pendant longtemps. Et quelqu'un qui fait les deux en même temps, c'est un « ça va vite, ça va mal ». Okay, on appelle ça un état mixte. Mais voilà, donc ça, c'est les 3 épisodes des troubles de l'humeur. Que ce soit un trouble de l'humeur unipolaire, ça, c'est des gens qui font seulement des dépressions, ou les troubles de l'humeur bipolaires, c'est ceux qui font des 2 côtés,
okay, qui ont fait au moins un épisode d'accélération psychomotrice, donc de un ça va vite, ça va bien, ou un ça va vite, ça va mal. Okay. Tout ça, c'est caractérisé comme une accélération. Et plus ou moins, ça dépend des diagnostics, là, mais trouble bipolaire de type 1, ça suffit, en haut. Mais trouble bipolaire de type 2, il faut les 2 épisodes, donc avec une dépression qui est associée. Bon. Mais vous voyez que ça, là, quelqu'un qui vit ça, il vit un up, ce qu'on appelle un up, c'est-à-dire il a un high, donc il va bien, il est accéléré, il a comme une batterie de voiture électrique à l'intérieur de lui, là, c'est une super personne, okay, excellent. Donc, elle est dans un high, et après ça, souvent, elle fait une dépression. Okay. Donc, elle fait un up et un high. Puis là, donc, moi, les personnes, elles me disent, bah, écoutez, docteur, moi, les up et les up and down, là, moi, c'est exactement ce que je vis, puis je pense que j'ai un trouble bipolaire, parce que les gens qui font le trouble bipolaire, ils font des up and down. Ben, c'est pareil, c'est le même raisonnement que je viens de dire pour le trouble dépressif. Okay? C'est la question de la fréquence. Parce que les personnes, quand elles sont dans un high, quand elles ont le trouble de la personnalité limite et qu'elles sont dans une période de up, qu'on appelle, elles vont avoir aussi tous les symptômes de la manie. Elles vont être avec un peu moins de besoin de sommeil, elles vont être heureuses, elles vont plus socialiser, elles vont avoir beaucoup d'énergie, elles vont avoir une libido qui est augmentée. Ben, ça, j'ai tous les critères pour faire une hypomanie. Donc pour diagnostiquer un trouble bipolaire. Sauf que, pareil, pour le trouble bipolaire, c'est maximum 4-5 épisodes par an. Que ça soit épisodes, ça peut être des dépressions ou des manies. Okay. Mais là, les patients, je leur dis, ben, c'est quoi la fréquence? Ah ben moi, je fais un up par mois et 2 down par mois. Okay, ça fait 3 par mois, c'est beaucoup plus que la fréquence du trouble bipolaire. Okay. Donc là, je suis capable de dire, écoutez, je sais que ça sonne comme si c'était un trouble bipolaire, mais de par la fréquence, c'est pas un trouble bipolaire, c'est un trouble de personnalité limite. Okay. De toute manière, ne vous inquiétez pas, on va vous suivre, puis on va vérifier dans la continuité. Si je me trompe, je me trompe. Okay. Et de toute manière, les médicaments, ça se ressemble pas mal, donc on ne fera pas de faute médicamenteuse, quoi qu'il arrive. Okay. Donc, excusez-moi. Comme c'est filmé et tout ça. Donc, les médicaments ne sont pas recommandés dans les troubles de la personnalité limite, okay, mais plus de 80% des patients ont des médicaments. Okay, mais ce n'est pas recommandé. Donc, on ne peut pas utiliser ma conférence pour dire qu'il faut prendre des médicaments pour le trouble de la personnalité limite. Ce n'est pas recommandé. Et d'ailleurs, si on avait des groupes de troubles de la personnalité limite, puis des psychothérapeutes, psychologues ou psychiatres, psychothérapeutes qui étaient présents le lendemain de la prise en charge à l'urgence, il n'y aurait pas besoin de médicaments. Okay. Donc là, malheureusement, on n'en a pas. Donc, nous, on propose des médicaments pour... on va en revenir après. J'imagine que vous avez les questions après là-dessus. Donc, je reviens sur... mais je voulais juste dire que ce n'est pas recommandé. Parfait. Et donc, voilà. Donc, c'est la fréquence des épisodes. Okay. Je reviens juste sur l'exemple de la main une seconde. Donc, on imagine une personne qui a toutes ces strates d'énergie qui sont comblées par le niveau d'énergie. Puis, au bout d'un moment, elle se met en mode économie d'énergie. Okay. Mais au bout d'un moment, l'énergie, elle va revenir. Donc là, elle va remonter. Okay. Puis là, elle va être à 11%. Elle va être super bien. Elle va se sentir extrêmement bien. Qu'est-ce qu'elle va faire? Malheureusement, elle va dépenser son énergie à 11%. Mais c'est comme un ordinateur, là, si on le débranche de l'électricité à 11% et qu'on le réutilise, il retombe en mode économie d'énergie 1 heure après. Et donc là, hop, la personne retombe en mode économie d'énergie, puis quelques jours plus tard, elle reprend son énergie, elle revient à 11%, puis elle se débranche de l'énergie, donc elle repère son énergie. Et ça, là, c'est le up and down. Okay. Et souvent, pour les patients, ils disent « Oh, j'avais jamais compris mes up and down, et maintenant, je le comprends. » Okay. Donc, c'est vraiment cette idée de quand on dépasse le 10% et qu'on est à 11% de batterie, l'individu, la personne, se sent surpuissante. Elle se sent comme s'il y avait une fontaine de jouvence, d'énergie, puis qu'elle pouvait, de manière intarissable, dépenser son énergie. Eh bien, c'est l'erreur qu'il ne faut pas faire. Okay. C'est l'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est de dépenser ce 1% d'énergie, parce que sinon, on retombe en mode économie d'énergie. Oui, puis je pense que c'est important de valider avec eux que c'est ça qui se passe, puis qu'on les comprend, qui ont envie de la dépenser, cette énergie-là, parce qu'ils sont en down depuis 2, 3, 4, 5 jours. Fait que là, ils l'ont, fait que c'est comme « let's go ». Puis c'est de leur dire
pas trop let's go. Vas-y, tu sais, c'est le fun, c'est vrai que tu sois plus en down, mais pas à 100%, parce que moi, je leur dis, c'est comme si ta batterie, ton cellulaire est un peu brisé. Fait que, tu sais, tu veux surtout pas utiliser toute ta batterie puis qu'elle tombe, qu'il n'y a plus rien. Fait que, mais ça, je pense que c'est une belle conception puis que ça leur permet de comprendre. Et encore une fois, de ne pas les culpabiliser. Parce qu'il y a une grosse, souvent, une culpabilisation qui vient d'eux et qui vient du stigma de ce qu'est un trouble de personnalité limite. Fait que quand ils sentent comme ça, aïe, je comprends, c'est externe à moi, mais j'ai un pouvoir sur ça, bien, ça leur donne une force d'intervention, je pense, d'intervenir, puis d'y croire. Il y avait quelque chose que je trouvais quand même un peu périlleux à comprendre. Vous en avez parlé tantôt, mais j'aimerais ça peut-être, tu sais, tout le mode de prédilection que vous faites le parallèle là, avec le cerveau, l'ordinateur encore, mais cette partie-là, peut-être en parler davantage. Oui. Donc, le mode de... Donc, je me réfère encore une fois à la théorie de Lisa Feldman Barrett. Okay, donc je répète le livre, là, c'est « How Emotions Are Made ». Qui vient expliquer que le cerveau fonctionne en prédiction. Okay? En anglais, c'est prediction. Et ça, c'est majeur. Okay? Moi, ça a été comme une découverte majeure dans ma profession. Donc, pour ça, là, on prend l'exemple souvent de YouTube. Okay, donc l'algorithme YouTube là, qui diffuse des vidéos, comment vous le faites fonctionner? Okay, la première fois qu'on l'utilise, il nous demande identifiez-vous. Je dis parfait. Vous rentrez votre email. Donc c'est Kevin. Je ne vais pas vous donner mon email. Donc c'était une blague. Donc vous rentrez votre email, votre identifiant, vous donnez votre âge, bref, ce que vous aimez bien à peu près. Et là, il se fait un modèle de vous. Okay, une image de vous, un modèle de vous, de manière très floue. Il ne vous connaît pas. Okay, et donc là, vous allez devoir aller dans la barre de recherche, chercher des choses qui vous plaisent. Puis au bout d'un moment, YouTube, là, il va commencer à comprendre ce que vous aimez. Et au bout d'un moment, vous n'aurez même plus besoin de chercher dans la table des matières quelle est la future vidéo que vous voulez voir, puisque la vidéo va vous être donnée par l'algorithme. Donc, l'algorithme, de manière prédictive, va vous envoyer des vidéos avant même que vous ayez choisi la vidéo. Et vous allez la liker, vous allez l'aimer, la vidéo. Donc, il va créer un modèle prédictif de vous. C'est quoi un modèle prédictif? C'est un modèle qui autogénère des prédictions qui vont répondre aux perturbations ou aux besoins du milieu, donc de nous. D'accord? Donc, YouTube va générer des hypothèses de ce que je vais aimer plus tard. D'accord? Donc, c'est un modèle autogénératif de prédiction. Au début, ce modèle-là, il est mauvais. Il ne vous connaît pas. Un enfant d'un bébé ne se connaît pas. D'accord? Donc, il va envoyer des prédictions qui sont floues et non justes. Okay? Donc, le bébé ne va pas savoir comment réguler sa température. Le bébé ne va pas savoir quand c'est qu'il a faim. Il ne va pas savoir tout ça. Pourquoi? Parce que les prédictions qui sont envoyées par le cerveau d'un bébé sont floues et non efficaces. Et l'objectif du cerveau du bébé, c'est d'affiner au fur et à mesure ces prédictions. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il y avait plein de prédictions dans la banque de données. Et plus il y a de prédictions, plus ça permet de répondre au futur débalancement du milieu social ou du milieu intérieur. Okay? Et donc, quand notre modèle du monde de moi-même, il est mature, je suis capable de vivre sans mes parents. Et je suis capable d'aller travailler tout seul et d'aller vivre tout seul. Okay? Donc, une fois que ce modèle du monde est mature, on est capable de vivre sans l'aide des autres cerveaux. Okay? On a besoin des autres cerveaux aussi pour survivre, mais c'est ça la définition d'un animal social. Okay? Souvent, on oublie cette partie-là de l'animal social. L'animal social, c'est la survie en groupe, mais c'est aussi l'éducation en groupe. L'éducation de quoi? De son propre cerveau. Okay?
Okay? Donc, un cerveau d'un animal social, c'est un cerveau qui utilise les autres cerveaux pour pouvoir devenir mature. Okay? Et donc, comment on fait pour appeler les autres cerveaux? Ben, on se met en colère. D'accord? Pour pouvoir générer une banque de données de prédiction, je dois me mettre en colère. Okay? Alors, les parents, ils leur disent, mais non, t'es pas en colère, t'as faim. Oh, ok, donc quand je suis comme ça, je suis pas en colère, j'ai faim. Parfait. Donc, la prochaine fois, je vais faire comme ça. Okay? Pour dire j'ai faim. Bon. Puis, il fait comme ça, le bébé, il fait comme ça, et il est 4 heures de l'après-midi. C'est pas possible qu'il ait faim. Okay? Et là, on lui dit, non, t'es pas en colère, t'as pas faim, t'as sommeil. Ok, parfait. Donc, j'ai sommeil quand je me sens comme ça. Parfait. Ben, pour les prochaines fois, je vais appliquer le sommeil. Okay? Mais là, on va lui dire, mais non, t'as pas sommeil, t'as pas faim, t'as froid. Et hop, hop, hop. Et là, il engrange des prédictions. Okay? Et donc, pourquoi c'est majeur? Parce que quasiment la totalité des théories psychologiques et psychiatriques sur la santé mentale, ils sont pas liés à ce paradigme-là. Ils sont liés à un autre paradigme du fonctionnement du cerveau, où le cerveau fonctionne en réaction. Okay? C'est 2 paradigmes différents. Est-ce que notre cerveau il fonctionne en réaction ou est-ce qu'il fonctionne en prédiction? 2 choses complètement différentes. Donc, est-ce que, par exemple, je vous vois actuellement? Si je vous vois, ça veut dire que je suis en réaction. Okay? Donc, il y a vos images là, de vous, là, okay, qui sont en train d'arriver dans mon cerveau. Je réfléchis, enfin mon cerveau réfléchit, et là il me dit, bah oui, c'est bien des êtres humains, parfait, c'est des êtres humains, puis je réagis à votre image. Okay? La question c'est, est-ce que c'est possible d'un point de vue du cerveau? Okay? Ça, c'est les mathématiciens qui sont mis là-dedans, là, c'est pas les psychiatres, c'est pas les psychologues, donc ils se sont dit, est-ce que c'est possible? Okay? Je fais je rembobine 2 secondes, c'est qu'il y a une loi dans le cerveau. La loi du cerveau, c'est que le cerveau n'a pas le droit de chauffer. Il n'a pas le droit de chauffer. La fièvre, c'est pas bon pour le cerveau. L'inflammation, c'est pas bon pour le cerveau. Il y a une autre chose qui est pas bon pour le cerveau, c'est l'apprentissage. Ça paraît bête à dire, mais c'est l'apprentissage. Okay? Parce que quand on apprend, ça fait consommer énormément de métabolites, et donc de glucose ou de cétone, et le cerveau chauffe. Il n'a pas le droit de chauffer votre cerveau. Donc, il va tout faire pour éviter d'apprendre. Okay? Alors, ce n'est pas de l'apprentissage qu'on est en train de faire tout de suite. Là. Ça, c'est dérisoire pour votre cerveau, cet apprentissage-là. C'est l'apprentissage de comment fonctionne le corps, comment fonctionne l'équilibre, comment fonctionne la voiture, comment fonctionne tout ça. Okay? Le cerveau, là, il doit apprendre quand il est enfant, mais au bout d'un moment, son modèle du monde autogénératif permet de ne plus apprendre. YouTube, là, vous savez, quand YouTube, il vous connaît, comme vous n'allez plus dans la barre de recherche, c'est lui-même qui génère des prédictions. Il n'apprend rien, YouTube. C'est lui qui vous donne les informations et ça lui coûte aucune énergie de faire ça. Par contre, ce soir-là, vous allez vous dire « Ah, Dr Zemmour, j'aime bien sa conférence, je vais aller googler Kevin Zemmour dans YouTube. » Puis vous avez raison, parce qu'il y a une belle conférence sur le trouble de la personnalité limite. Et donc, vous allez taper Kevin Zemmour sur YouTube, et là, vous allez voir ma conférence de 1h39 sur le trouble de la personnalité limite. Mais là, YouTube, il ne va pas comprendre ce qui se passe. Il va dire, bah là, ça sort de mes algorithmes, ça, et donc il va devoir réfléchir, faire fonctionner les gros ordinateurs, là, et vous envoyer la bonne vidéo. Okay? Ben là, vous avez fait chercher et vous avez fait augmenter la température de YouTube. Okay? Et donc, c'est ça qu'on appelle, on appelle ça l'apprentissage. L'apprentissage dans le langage des modèles prédictifs, c'est une mise à jour des anciennes prédictions. Okay? Donc notre cerveau, il émet à chaque instant des millions et des millions de prédictions. Il prédit tout en ce moment. Okay? Et donc il y a des réseaux neuronaux qui sont responsables de sélectionner les bonnes prédictions au bon moment. Okay? Et une bonne prédiction au bon moment, c'est une prédiction qui ne me fait pas mourir. Si, par exemple, j'ai une prédiction d'aller sauter par la fenêtre, ben là, c'est coûteux énergétiquement. D'accord? C'est pas bon, là. On s'entend, là. D'accord? Donc, c'est pas une bonne prédiction. Donc, le cerveau, il doit émettre des prédictions qui sont suffisamment justes. Elles seront jamais vraies. Elles seront juste suffisamment justes pour que la portion d'erreur, ça soit pas une erreur qui soit métaboliquement coûteuse. Et que la mise à jour de l'ancienne prédiction soit très faible, voire minime.
Et donc, la majorité du temps, quand il y a un écart entre ma prédiction et l'environnement, là, le cerveau, je vous répète, okay, je suis au cégep de mon petit, okay, bon, et mon cerveau, il émet une prédiction d'une salle de bibliothèque. Okay. Il connaît les salles de bibliothèque à Marseille, à Montréal, à Sherbrooke. Bon. Il émet une hypothèse, okay. Il émet une prédiction. Puis là, j'arrive devant un nouvel espace. Sauf que la majorité, les angles, les coins, les poutres en béton, les néons, tout ça, c'est évident pour mon cerveau parce que toutes les bibliothèques, elles sont pareilles, quasiment. Okay. Donc, ce qui peut être faux, mais souvent, c'est vrai. Donc, donc, il y a tout ça, là, il n'a pas besoin de le réfléchir, mon cerveau. Donc, il n'a pas besoin de l'apprendre à nouveau. Donc, il applique une prédiction et il va repérer les deux caméras, les nouveaux êtres humains qui sont là. Et là, il va dire, OK, là, il y a un enjeu. Okay, il y a un enjeu. Il y a un écart entre ce que tu as prédit puis ce qui t'arrive au niveau des yeux. Là, il va réfléchir et il va dire, est-ce que c'est intéressant pour moi de mettre à jour mon ancienne prédiction? Eh bien, la majorité du temps, il va dire non. Et donc, le cerveau va vivre dans l'illusion de son ancienne prédiction et il va pas incorporer les nouvelles informations. Okay? C'est pour ça qu'on dit qu'on vit dans un monde d'illusions, dans un monde de nos anciennes prédictions. Okay? Et ça, c'est un élément majeur dans la psychiatrie, puis ça va bouleverser la psychiatrie moderne. Ça a bouleversé la neurologie, l'audiologie, etc. Ça n'a pas encore passé la frontière de la psychiatrie puis la psychologie, mais c'est en train de le faire. Okay? Le premier livre qui sort là-dessus, c'est How Emotions Are Made. Moi, je suis un des premiers aussi qui implémente cette nouvelle théorie-là. Ça vient juste dire qu'on fonctionne en prédiction. Ça ne vient pas annuler les théories cognitivo-comportementales, mais ça vient il faut falloir les ajuster un petit peu. Okay? Parce qu'on n'est plus dans ABC réaction, mais on est dans ABC prédiction. Donc, il va falloir juste ils fonctionnent bien, ces modèles, mais il va falloir les upgrader. Okay. Ça répond à la question? Oui, très, très intéressant. Juste pour vous avertir, il nous reste à peu près une dizaine de minutes. J'aimerais vous entendre sur les stratégies, parce que je pense que cette rencontre-là est riche dans expliquer, valider ce qui vivent les personnes avec un trouble de personnalité limite, mais il y a aussi un but d'intervention. Fait que peut-être sur, je pense que c'est des stratégies de routine, si vous pouvez vous exprimer. Oui, donc c'est ça. Donc, je n'ai pas inventé la roue. Donc, les stratégies que j'explique, je les éclaire avec un nouveau regard. C'est tout. Okay, mais c'est les mêmes qu'on connaît d'habitude. Mais c'est juste qu'en fonction de l'angle de la prédiction et en fonction de l'angle des affects, j'éclaire les routines de l'hygiène de la santé mentale de manière différente. Donc, la personne elle est là. Je lui dis, bon, ben, donc vous avez des up and down. Puis, quand vous allez... Là, vous êtes dans un down. Okay, clairement, là, vous êtes en crise suicidaire. Vous êtes dans un down. Ben, malheureusement, il faut patienter. Quand votre ordinateur et vous le pluguez à l'énergie, ben, vous patientez, vous ne pouvez pas l'utiliser. Là, il est en train de charger. Ben, c'est pareil pour vous. Là, vous êtes en période de recharge. Okay? Donc, je suis un peu désolé, mais il va falloir attendre que votre énergie remonte. Donc là, vous avez une vague de dépression. Correct. Okay? Reposez-vous. Il va falloir donner le maximum d'énergie rapidement à votre cerveau. C'est quoi la technique pour se recharger le cerveau, la batterie interne? Est-ce que vous connaissez la technique? La meilleure technique, c'est le sommeil. Okay? Le sommeil, c'est le meilleur moyen de se brancher à l'énergie. Meilleur moyen. Okay? Donc, là, vous n'êtes pas bien, il va falloir dormir. Okay? Alors, le sommeil, c'est la nuit, mais c'est aussi le jour. Donc, la nuit, on appelle ça dormir. Le jour, on appelle ça des siestes. Donc, les siestes, c'est des choses qu'il faut apprendre. Votre cerveau, il est en prédiction. Il va prédire le sommeil. Le sommeil, c'est pas inné, c'est pas inventé par nos gènes, notre ADN. Okay? C'est quelque chose qui est appris. Et donc, votre cerveau, on ne sait pas pourquoi, il n'a pas bien appris à dormir. Et surtout, c'est que la majorité des êtres humains, avec notre société actuelle, n'apprend pas à faire des siestes de 20 minutes.
Donc, il va falloir apprendre à votre cerveau à dormir, à vous endormir en 20 minutes. Okay? Donc, en journée, vous allez mettre votre chrono, là, votre téléphone, votre montre, quoi que ce soit, et vous allez mettre 20 minutes. Vous allez vous étendre dans une chaise ou au sol, et vous allez vous reposer pendant 20 minutes, puis l'objectif, c'est de dormir. Vous n'allez pas dormir pendant 6 mois. Vous allez essayer à tous les jours de faire une sieste. Vous n'allez pas réussir. Votre cerveau, il ne sait pas s'endormir en 20 minutes en journée. Il n'est pas au courant. Il faut lui enseigner, il faut lui apprendre. Donc, au bout d'un moment, une fois que vous allez répéter les siestes, au bout d'un moment, il va réussir à s'endormir par lui-même et assez rapidement. Mais c'est un apprentissage que vous devez faire. Et pareil pour les nuits, souvent, les personnes qui souffrent de troubles de la personnalité limite, ils me disent « mais j'ai jamais bien dormi ». Parfait, correct. C'est juste que votre cerveau n'a pas appris à dormir. Okay. Donc, il peut y avoir des maladies du sommeil. Okay. Ça, c'est clair. Mais on est vigilant aux maladies du sommeil quand on a essayé les routines du sommeil puis que ça ne marche pas. Okay. Et donc, une des techniques pour apprendre à dormir la nuit, c'est de se réveiller aux mêmes heures. Ce n'est pas de s'endormir aux mêmes heures, mais c'est de se réveiller aux mêmes heures. Et la fin de semaine, c'est maximum 1 heure de décalage. Donc, imaginons, je me réveille... Ouais, je sais. Non, je sais. Non, c'est un peu poche, mais on imagine on se réveille tous les jours à 7 heures. Et ben, la fin de semaine, c'est 6 heures. Okay. Non, c'est 8 heures. 8 heures. Okay. Donc, maximum 8 heures. Okay. C'est important. Si vous êtes dans un processus d'apprentissage de votre sommeil, si votre sommeil il est acquis, puis votre cerveau l'a appris, mais réveillez-vous à 11 heures du matin, il n'y a pas de problème. Okay. Parce que votre cerveau va continuer après à vous faire dormir. Donc ça, c'est la première chose. Okay. Donc c'est le sommeil. La deuxième chose, c'est évidemment donner de l'énergie. Ah ouais. La deuxième chose, c'est, comme il y a les affects d'inconfort, il va falloir découvrir qu'est-ce qui génère les affects d'inconfort. Actuellement, votre cerveau, il ne comprend pas vos affects d'inconfort. Votre conscience, elle va devoir découvrir c'est quoi les affects d'inconfort. Quelles sont les causes de vos affects d'inconfort? Souvent, les causes, c'est le sommeil, c'est le manque de sommeil, c'est la nutrition, c'est l'absence de sport. C'est des trucs très, très basiques, mais le corps, il a besoin de ça. Okay. Donc, je vais leur dire, ben là, vous avez compris que vous avez vos affects d'inconfort, il va falloir que votre corps soit le maximum silencieux d'un point de vue de votre cerveau. Il faut que vos affects d'inconfort, non compris par votre cerveau, soient le plus silencieux possible. Donc, il faut mettre en place la routine pour que votre cerveau, il n'ait pas besoin de réfléchir en permanence, de savoir qu'est-ce qui se passe dans ce corps. Donc, c'est faire de l'activité physique 3 fois par semaine, 20 minutes de levée de poids ou 1 heure d'endurance minimum, puis donc de dormir, de manger de manière équilibrée, de faire un gros focus sur le sucre. Okay. Le sucre, le livre il a été réédité. Okay. Donc, il y a une petite pastille ici avec marqué « accessible à tous ». C'est la version où j'ai changé la nutrition. Okay. Là, dans cette première édition, là, enfin, c'est pas 2 éditions, c'est juste un petit changement. Là. Donc, il y a marqué « alimentation variée méditerranéenne ». Dans la nouvelle version, alimentation variée, oui, mais très pauvre en sucre. Okay. La majorité des personnes mangent trop de sucre, puis ça entraîne de l'inflammation cérébrale, de l'inflammation corporelle, et donc ça entraîne ce qu'on appelle un métabolisme corporel qui est non flexible, et ça entraîne ce qu'on appelle la résistance à l'insuline, qui génère des problèmes globaux. Puis, bref, c'est le projet de recherche que je fais actuellement avec le professeur Cunane à Sherbrooke. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai insisté dans une petite modification sur la diminution du sucre. Oui. Parfait. Donc, on travaille vraiment les routines de sommeil, d'alimentation, de sport, de vie sociale. L'arrêt des drogues. Oui, oui. Oui. On a jusqu'à 2, hein? Fait que j'avais visé comme avant 2. OK. Ben, j'ai une dernière question que je pense que vous attendez avec impatience. Fait que je vais la poser. Ça va être la dernière. Puis, c'était mon avant-dernière. Le reste, c'est ce qui était à retenir. C'est quoi votre vision de la médication pour les troubles de personnalité limite? Donc, la majorité des patients ont des médicaments, puis souvent, ils en ont plusieurs. Puis souvent, ils en ont plus que la majorité des patients. Okay. Donc ça, c'est un autre argument. Là, quand le patient il arrive, il dit « Je pense que j'ai un trouble bipolaire. Combien vous avez de médicaments? 5. Vous n'avez pas un trouble bipolaire. »
Okay? Donc, souvent, le trouble bipolaire, c'est 1, 2 médicaments. Quand il y en a beaucoup, là, c'est que on tente à faire quelque chose. Okay? Donc, c'est très spéculatif. Okay? Le point, c'est qu'on donne sous... Tu sais, si moi, je commence un médicament, je vais commencer, par exemple, un antipsychotique. Puis après, si ça ne marche pas, je vais essayer un stimulant. Puis après, je vais essayer un antidépresseur. Puis après, un autre. Puis mon collègue, là, l'autre psychiatre, il va commencer par l'inverse. Il va commencer l'antidépresseur, puis un autre. Et l'autre... Bref, on a tous notre recette dans ces cas-là. Ça, c'est pourquoi. C'est parce que... Et puis, attendez, surtout, c'est que, aussi, avec les personnes que je prends en charge, c'est pas le même médicament qui fonctionne. Ils ont tous le même trouble. C'est pas logique. Okay? Donc, une des hypothèses, c'est que, et c'est spéculatif encore une fois, c'est que les médicaments fonctionnent par leur effet secondaire et pas par leur effet curatif. Dans le trouble bipolaire, dans la psychose, la schizophrénie, le trouble anxieux, les médicaments fonctionnent par leur effet curatif et on est déçu d'avoir des effets secondaires. Dans le trouble de la personnalité limite, c'est l'inverse. On est content d'avoir des effets secondaires qu'on ne voulait pas chez les autres patients, mais pour ces personnes-là, on les veut. C'est quoi l'effet secondaire? C'est le même effet que les drogues. Okay? Les drogues apaisantes, l'alcool puis le cannabis, là, ça relaxe. En fait, ça coupe les informations du monde intérieur. Et donc, les médicaments, ils viennent diminuer les affects d'inconfort. Okay? Donc, on imagine cette personne-là, là, au lieu d'avoir un corps qui demande énormément d'énergie, avec les médicaments, c'est comme si on le coupait en deux. Et là, il a de l'énergie donc pour le cerveau. Puis là, au lieu de devoir donner toute cette énergie-là pour le corps, il donne plus que la moitié. Puis, oups, et ça passe aux autres étapes. Okay? Donc, ça permet au cerveau de shunter un petit peu toute une partie d'énergie pour que ça soit plus disponible pour le monde extérieur puis pour soi-même. Donc, un des effets du médicament, c'est de permettre que le corps soit moins bruyant. Et ça, c'est assez manifeste à l'urgence. À l'urgence, là, on a une personne suicidaire qui arrive, qui vient de faire une tentative de suicide ou qui a des fortes idées suicidaires. Elle est en détresse majeure dans le bureau. Ça ne va pas du tout. On l'accueille, on la rassure, puis je lui explique le diagnostic. Je dis, si vous voulez, on le teste. On va vous donner un médicament, puis on va vérifier ça dans 1 heure. Est-ce que ça va mieux? Je leur donne un médicament, puis c'est le médicament classique qu'on donne à l'urgence. On la revoit 20 minutes, 30 minutes, 2 heures après, puis déprimée. Voilà, c'est pas possible. Okay. Vous étiez pas bien tout à l'heure, puis là vous me dites « Ouais, je suis toujours un peu triste, mais ça va beaucoup mieux. » Ok, vous avez dormi, puis vous avez un médicament qui vous apaise. Est-ce que vous vous sentez capable de rentrer chez vous ce soir? Oui. D'accord? Et ça, c'est vraiment très fréquent en pratique de psychiatrie. C'est sûr qu'une personne qui fait une grosse crise, là, on la garde un petit peu, ok? Mais beaucoup, on peut les faire sortir assez rapidement, justement parce qu'elles se sont apaisées. Okay? Donc ça, c'est pas des dépressions, ça, c'est pas du trouble bipolaire. C'est vraiment du trouble de la personne, une crise liée à un manque d'énergie, du trouble de la personnalité limite. Donc les médicaments servent aussi à ça, à apaiser la crise. Et donc, quand je les ai en prise en charge, parce que souvent je les vois une fois, mais je les revois plus, les personnes, parce que c'est à l'urgence. Okay? Quand je les ai en prise en charge, par contre, je leur dis, écoutez, on va tenter un médicament, tentez vos routines. Si ça ne marche pas, on va tenter un médicament associé à ça, et dans 9 mois, 1 an, on va l'arrêter. Okay? Donc, on va commencer le médicament pour apaiser le corps, puis vous allez mettre en place vos routines, vous allez avoir un travail, vous allez apprendre à vous ennuyer quand vous voulez dépenser, vous êtes à 11%, là, vous voulez dépenser votre énergie, ennuyez-vous. Je veux que vous ennuyer au travail, en famille, je veux que vous appreniez à vous ennuyer, pour pas que vous dépensiez toute votre énergie qui vous restait, et le médicament, il va vous aider avec ça. Mais au bout d'un moment, on va devoir enlever le médicament, puis les affects vont revenir. Mais là, votre cerveau, il va suffisamment avoir de prédictions puis de routines pour pouvoir intégrer les nouveaux affects. Très intéressant. Alors, on vous remercie beaucoup. C'était vraiment très clair. On va passer à une période de questions, si la salle a des questions. Bonjour, merci pour la conférence. En fait, vous avez parlé des médicaments. Puis dernièrement, moi, j'ai lu un livre qui m'a énormément donné d'outils pour comprendre plein de choses, qui s'appelle « The Body Keep the Score », que vous connaissez probablement, qui a été conseillé par un ami médecin, en fait, suite au décès d'une amie qui avait un cancer. Puis, quand j'ai lu le livre, en fait, j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'il y avait plein de nouvelles façons, en fait, d'intervenir
au-delà de ce qu'on fait en Occident, notamment toute la question de la méditation sur une base régulière qui vient activer le système parasympathique avec le nerf vague, etc. Et d'autres, en fait, moyens d'intervenir qui sont peut-être, disons, un peu plus intrusifs, là, comme le neurofeedback ou encore la thérapie par la MDMA ou la kétamine. Donc, j'aimerais que vous m'en parliez un peu pour voir est-ce que c'est des pistes qui sont explorées pour le trouble de la personnalité limite? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être mis en place ou ça ne fonctionne pas du tout dans ce cas-là? Merci pour la question. Donc pour les thérapies, psilocybine, kétamine, MDMA, c'est en cours dans la recherche. Okay, c'est surtout sur la dépression actuellement. Il y en a beaucoup, je pense à Montréal. Il y a des futurs psychiatres à Sherbrooke qui vont commencer à le faire aussi. C'est surtout sur le mode de la recherche actuellement, là en tout cas dans la région, au Québec. Je crois pas que c'est fait dans les troubles de la personnalité limite, mais peut-être que ça l'est. Encore une fois, moi je suis un médecin psychiatre généraliste sur le trouble de la personnalité limite. Okay, donc peut-être que ça se fait, je suis pas au courant. Okay, mais j'en ai pas entendu parler. Puis la question qui se pose, c'est est-ce que c'est lié à des problèmes de neurotransmetteurs, le trouble de la personnalité limite? Moi, mon idée, c'est que c'est pas lié à des troubles de neurotransmetteurs. Okay, mon idée, c'est que c'est plutôt lié à des erreurs de gestion de l'énergie. Donc, et c'est lié à une banque de données de prédiction absente pour pouvoir réguler son propre énergie corporelle. C'est comme si on ne se connaissait pas. Okay, donc, peut-être que les avantages de la psilocybine, là, c'est de découvrir des nouvelles prédictions. C'est une des théories. C'est d'avoir accès à ce qu'on appelle le default mode network. Donc, c'est ce qui génère les prédictions dans le cerveau, c'est ce réseau cérébral-là. Et donc, la psilocybine, ça permet donc d'avoir accès directement à ce réseau-là, sans les réseaux de la science, puis les réseaux exécutifs. Okay, donc, ça, c'est le fun. Ça permet peut-être d'en avoir plus. Okay, mais n'empêche qu'il faut les apprendre, ces prédictions. Donc, je ne sais pas trop si les théories médicamenteuses vont fonctionner. C'est possible. Mais mon intuition me dit que c'est plus un problème d'apprentissage qu'un problème neurobiologique. Okay, ça, c'est mon premier point. Je me souviens plus de... Alors, la méditation extraordinaire. J'en ai pas parlé effectivement, là vous avez bien raison. Donc tout ce qui est dans l'hygiène de la santé mentale, les activités de pleine conscience, parce qu'il y a la méditation de pleine conscience, puis les activités de pleine conscience, et les activités de pleine conscience comprennent la méditation. Oui, moi je le recommande toujours. Il y a d'excellents cours gratuits sur YouTube faits par l'Université de Montréal. Vous tapez méditation de pleine conscience Université de Montréal, vous tombez sur les 12 ateliers faits par le professeur Cormier, extraordinaire, gratuit, puis c'est vraiment bon. Oui, ça on le fait, on le propose. Ça permet effectivement de réduire les affects d'inconfort, premièrement. Puis voilà, ouais, ça marche super bien. La neurofeedback, ça je suis pas compétent pour pouvoir répondre à la question. Oui, peut-être dans le concret. Moi, je suis conseillère en service adapté. Je me retrouve devant des étudiants qui ont différents diagnostics pour lesquels on met des accommodements pour pouvoir les aider. Mon questionnement par rapport aux personnes qui ont une personnalité limite, justement, quand ils sont dans le shutdown, quand ils vont pas bien, puis tout ça, des fois, ils vont avoir envie de tout lâcher, tu sais, de dire, je lâche tous mes cours, je veux plus y aller, je peux pas y arriver. Moi, j'ai une approche un petit peu, je veux pas que tu tombes dans l'évitement non plus, je veux pas complètement que tu t'isoles. Bon, c'est une approche peut-être plus un petit peu avec les troubles anxieux à un moment donné. Je me dis, est-ce que c'est bon aussi? Est-ce que... Ou avec ce que vous avez dit de se reposer, tout ça, on dit « OK, prends un break complètement » ou est-ce qu'on y va plus par on va diminuer ta charge, on va regarder si on peut enlever des cours et quand même travailler pour que tu aies... Bon, là, vous avez fait les mains, je me dis ça doit pas être ça, là, je parle du réseau social, mais tu sais, on veut pas qu'ils s'isolent, fait qu'on essaie de voir... Fait que concrètement, est-ce que c'est bon, c'est pas bon? Oui. Mais oui, donc ça correspond aussi à donc quand j'ai des patients que je fais le suivi de manière longitudinale, puis je les vois fréquemment, puis au bout d'un moment, je vois bien que ça commence à aller moins bien. Okay, donc là, c'est pas quand ils sont complètement en crise, là, puisque là, vous les voyez plus, mais c'est dans cet intermédiaire-là. Okay,
Souvent, dans cet intermédiaire, les personnes qui ont le trouble de la personnalité limite, elles vont chercher des expériences extrêmes. Elles vont tenter de se donner de l'énergie, de donner une illusion d'énergie. C'est là où il va y avoir les consommations de drogue qui vont apparaître. Donc, c'est soit des drogues excitantes, donc pour simuler l'énergie, soit des expériences de vie extrêmes, donc la conduite d'automobile rapide, les sauts en bungee, parachute, montgolfière, etc. Ou ça peut être aussi sexuel, okay, des expériences sexuelles extrêmes. Okay. Puis, dans l'objectif de se générer un sentiment de vie. Okay. Mais ça, c'est souvent un signe, c'est un drapeau rouge. Il faut qu'ils l'utilisent, ces personnes-là, il faut qu'elles l'utilisent pour dire, OK, je vais tomber en down. Je vais tomber en down. Okay. Ne consomme pas, va dormir. Donc ça, c'est le premier point. Okay. Quand vous les avez, puis qu'ils sont en train de commencer à tomber en down, là, c'est quoi, qu'est-ce que tu veux faire d'autre? C'est quoi tes autres endroits où tu veux dépenser ton énergie? Okay. Ça, c'est le premier point. Okay. Donc, ennuie-toi et ne va pas vers la consommation d'énergie. Okay. Ça, c'est le premier point. Après, quand ils sont down, c'est un peu comme quand l'ordinateur est en down, là, okay. C'est quand même compliqué. Donc, il faut les rassurer. C'est correct d'être en down. Il va falloir faire des activités de pleine conscience, dormir. Est-ce que ton médecin il t'a proposé un médicament pour ces cas-là? Si oui, prends-le. Et des accommodements, excellents les accommodements. Puis peut-être réduire la quantité de cours. Mais le problème, c'est que, moi, ce que je remarque avec les patients, là, c'est que la réduction de cours, elle est comme performative. Là, je ne sais pas comment dire ça d'autre. Elle est comme... Comment? Elle n'est pas transitoire. Elle n'est pas transitoire. C'est-à-dire que la personne, elle arrête les cours pendant 2 semaines, mais elle a comme perdu ses cours, alors qu'elle pourrait les reprendre dans 2 ou 3 semaines. Vous voyez ça? Donc, c'est un petit peu ça qui est un petit peu délicat avec ces personnes-là, c'est qu'ils perdent vraiment une session, alors qu'ils vont bien. Et donc là, après, ils s'ennuient parce qu'ils n'ont plus le travail de l'école. Donc, c'est comme toujours l'intermédiaire de dire, OK, c'est correct d'avoir des mauvaises notes, mais continue tes cours, va pas voir des amis le soir. Mais voilà, il faut essayer au maximum qu'elles maintiennent leur activité, je pense, sans qu'elles tombent complètement en down. Okay? Parce qu'autrement, après, elles se retrouvent sans école, laissées à elles-mêmes, puis là, c'est encore moins bien. Ça répond à la question? En fait, j'aurais une question un peu au niveau de l'éthique médicale. J'avais lu sur une page américaine qui parlait, mettons, de comment briser une mauvaise nouvelle ou un diagnostic à un patient. Puis il parlait, entre autres, de demander à quel point la personne veut avoir des détails sur sa condition et tout. Puis je me demandais en psychiatrie, justement, à quel point vous donnez des détails, puis à quel point ça va, justement, l'échange avec le patient. Oui, donc excellent point. L'objectif des psychiatres, enfin, en tout cas de ma pratique, je vais parler de ma pratique, ok. Je ne fais pas partie du collège des médecins, donc c'est pas moi qui donne les guidelines. La pratique des psychiatres, c'est vraiment d'y aller en alliance thérapeutique. Okay, donc, on va toujours poser la question, est-ce que j'ai un diagnostic pour vous? Est-ce que vous voulez le connaître? Première chose. Okay. Un diagnostic qui pourrait expliquer vos up and down, puis vos idées suicidaires on-off. Est-ce que vous êtes correct que je vous le dise? Ça se peut que ça soit un peu confrontant au début, mais après, on va pouvoir en parler si vous êtes d'accord. Puis, oui, je suis d'accord. OK. Est-ce que vous avez entendu parler du trouble de personnalité? Oui, parfait. Qu'est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous voulez que je vous donne des informations supplémentaires et un peu différentes? Oui. Et là, je m'engage dans le truc. OK. Et souvent, je fais une pause très régulièrement en disant, est-ce que y a des choses que vous voulez que je complète? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez bien comprises, mal comprises, des choses qui vous ont un peu confronté? Est-ce qu'il y a des choses que vous n'êtes pas du tout d'accord et que vous voulez que je revienne dessus? Donc, on fait cette idée-là pour justement rester éthique, là. OK. Puis, juste savoir aussi, est-ce que des fois, vous n'avez pas le choix d'aller chercher des jugements d'ordonnance, des choses comme ça? Justement, si la personne, elle ne veut pas ou quoi que ce soit, est-ce que des fois, vous n'avez pas le choix, mettons, pour sa sécurité ou quoi que ce soit? Oui, exact. Ça sort un petit peu du contexte de la conférence, là. Ouais. Mais oui, effectivement, il y a la loi au Québec permet ce qu'on appelle des gardes, okay? Donc des gardes préventives, gardes provisoires, gardes en établissement, pour des situations de dangerosité grave et ou imminente. Okay? Puis des personnes qui... la loi aussi permet
des demandes d'autorisation de soins pour des personnes qui seraient, selon les critères de la Nouvelle-Écosse, incapables de choisir positivement ou négativement sur le choix du médicament. C'est bon, merci beaucoup. Oui, pas de problème. Bien, un gros merci. C'était très, très clair. Je pense que c'était bien vulgarisé puis ça a été apprécié de tous. Je le recommande aussi, là, le guide. C'est très pertinent. Sur ces belles paroles, une bonne main d'applaudissements.